Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de Cam Johnson et des Nuggets, de Brandon Miller et des Hornets, mais aussi du meneur français Nolan Traoré. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Qu'il est bon de te retrouver Charlie après quelques jours de pause. Ouais, c'était pas mal hein, ces petits jours de vacances là. Oui, c'était très agréable. Moi j'ai passé des très très bonnes vacances, je t'avoue. Pareil. C'était très sympathique et prêt à repartir avec le podcast, avec des sujets. Alors, peut-être que certains vont dire « Ouais, encore les Nuggets, encore les Hornets. » Et ouais, encore les Hornets surtout, je pense. C'est comme ça que ça se passe. Attends, mais les Hornets... Ah non, mais a raison, On va en parler, mais laisse tomber. Ah oui, non, mais a raison. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en reparler jusqu'à la fin de la saison. J'ai déjà des idées de sujets en tête pour les prochains numéros. Tu vas provoquer une overdose. Moi, écoute, c'est comme ça, hein, c'est mon podcast. Les gens seront libres de ne pas écouter le podcast. Ça, c'est tout à fait possible. J'oblige personne à écouter. On va passer vite fait 3 points d'actualité, si tu le veux bien, notamment le fait que Jason Tatum n'a jamais été aussi proche de revenir sur les parquets. Ce n'est plus une question de savoir si oui ou non il va revenir, mais plutôt quand cela va se produire. Il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite par les Celtics pour le moment, mais l'espoir est qu'il fasse son retour de manière progressive, avec certainement des obstacles pour lui et pour l'effectif en termes d'ajustement. Bien évidemment, ça, il faut s'attendre à cela. Mais j'ai l'impression que du côté des fans de Boston, l'espoir, c'est de le voir notamment porter cette équipe face aux équipes, au gros de la compétition. Les Celtics sont à 5 victoires, 11 défaites contre les équipes qui sont dans le top 10 net rating cette saison. Et voilà, et quand tu t'approches des playoffs, que tu t'apprêtes à affronter des équipes, les meilleures équipes de ta conférence, potentiellement jusqu'en finale NBA, forcément, tu as envie de pouvoir regarder les meilleures équipes droit dans les yeux. Et Jason Tatum peut éventuellement permettre ça. Je ne sais pas à quel point tu es confiant dans son retour, Charlie. Bah, forcément, moi je suis à la fois impatient, un peu intrigué et aussi un peu méfiant parce que vraiment j'espère que tout ça n'est pas trop tôt. Alors je sais bien hein, que s'il revient, c'est qu'il a tous les feux verts nécessaires. Je sais aussi que c'est une franchise qui est remarquablement bien gérée et qui prendrait pas de risque avec un joueur d'une telle importance. Mais c'est vrai que ça sera allé très 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 vite. Moi je me souviens, mon premier souvenir marquant d'un retour de tendon d'Achille très rapide, c'est Kobe en 2013. Il revient en 8 mois. Bon, malheureusement, il se reblesse juste après au genou, mais déjà à l'époque, je trouvais ça fou qu'il puisse revenir si vite. Écoute, moi, je souhaite évidemment qu'une chose à Tatum et à Boston, c'est que tout se passe bien. S'il revient là, cette nuit, comme plusieurs médias l'annoncent, il va avoir 20 matchs pour reprendre du rythme, pour trouver sa place dans l'équipe en vue des playoffs. Et on va pas se mentir, même s'il est pas à 100%, une équipe comme Boston est forcément plus forte avec Jason Tatum que sans Jason Tatum. C'est ce que Brad Stevens a expliqué récemment. Ça peut paraître assez évident, mais en même temps, il y a un peu le côté... tout se passe tellement bien, est-ce qu'il risque pas de casser l'alchimie, etc. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent, qui a conscience qu'il revient dans une équipe qui défie les pronostics, qui fonctionne bien. Donc ouais, moi, sans croire que son retour va absolument tout changer et que Boston sera en finale NBA dans quelques mois, je pense malgré tout que c'est très positif pour l'équipe, ouais. Je vois beaucoup de discussions sur, notamment, il y a Carmelo Anthony qui a fait une sortie, je ne sais plus si c'était dans un podcast ou à la télé, pour dire oui, il faut que Jason Tatum comprenne que cette saison, c'est l'équipe de Jaylen Brown et qu'il va pas falloir faire une guerre d'ego, qu'il va falloir qu'il reste à sa place, qu'il revienne doucement et qu'il sache où se placer dans la hiérarchie de l'équipe. J'ai vu d'autres discussions sur ce sujet-là également, comme quoi c'était potentiellement pas simple pour Jaylen Brown d'accepter le retour de Jason Tatum et tout ce genre de conversation. C'est quand même des problèmes de riches, hein. Ouais, alors déjà ça, et puis deux, je sais pas, peut-être que je suis naïf, mais il m'a jamais semblé que cette équipe et que ces deux joueurs en particulier soient portés sur cette guerre de pouvoir, à qui est l'équipe et ainsi de suite. J'ai l'impression que Jason Tatum n'a pas l'intention de brûler les étapes quand il va revenir. Je pense qu'il va être, il va gagner en humilité immédiatement dès qu'il va mettre un pied sur le terrain. Donc je pense que ça va être clair dès le départ. Et je vois pas. Enfin, je pense que Jaylen Brown a plus intérêt
à essayer de faciliter l'arrivée de Jason Tatum. Jason Tatum de prendre son temps pour retrouver son rythme. J'ai l'impression que tout ça va se passer assez naturellement. Il n'y a pas de... Je vois pas où est la guerre d'ego là-dedans, en fait. Bah, je suis d'accord, et puis surtout, de toute façon, l'arbitre de toute éventuelle tension qu'il pourrait y avoir, c'est Mazzulla. Et ça me paraît évident que Mazzulla va pas bouleverser les choses sur le plan tactique pour Tatum, parce que déjà, il sera pas à 100%, ensuite, parce que les choses se passent bien, ensuite, parce que, bah, en fait, on est à 1 mois et demi des playoffs, là, ce serait compliqué de tout changer et d'essayer de revenir en arrière, surtout que, même avec le retour de Tatum, l'équipe, elle a quand même évolué depuis l'année dernière. Donc, bon, je pense que son retour va entraîner des évolutions à la marge, mais je pense pas qu'il y aura de bouleversement, et je pense que Jason Tatum est tout à fait conscient du fait que là, il arrive dans une équipe qui effectivement est celle de Jaylen Brown, et que pour cette fin de saison, il faut pas du tout, tu vois, renverser tout ce qui a si bien fonctionné depuis la reprise de la saison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Boston a éminemment besoin de quelqu'un qui leur permette justement d'affronter les meilleures équipes Bien sûr. de la NBA. Et c'est ce que potentiellement peut permettre Jason Tatum. Ouais, C'est ouais, ça mais que tu c'est as sûr. envie de voir si tu es fan des Celtics. C'est pas autre chose. En l'état, c'est cool. Comme on l'a dit et répété dans le podcast, c'est une des belles histoires de la saison, Boston. Même aux yeux de certains, c'est la plus belle histoire en termes de collectif et de franchise et de résultats totalement inattendus. Maintenant, c'est sûr que quand tu regardes un petit peu leur record face aux meilleures équipes, il y avait peu d'espoir de les voir dépasser plus que 2 tours de playoff. Très sincèrement, ça allait potentiellement être compliqué. Là, le retour de Jason Tatum permet de rêver beaucoup plus haut, beaucoup plus fort pour Boston, très sincèrement. Ouais, S'il a quelques matchs pour se mettre en rythme, que ça se passe bien, et comme on l'a déjà dit auparavant, qu'il est à peu près à 80%, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, il ne sera jamais à 100% d'ici la fin de cette saison. non, c'est impossible. Peu importe à quel moment ils seront éliminés en playoff, ou s'ils vont aller au bout et gagner le titre, on le verra, mais il ne sera jamais à 100%, ça c'est évident. Ouais, oui, oui, et puis tu vois, sur la répartition des rôles avec Jaylen Brown, enfin, genre, Tatum, il est pas dans une grotte, là, il voit bien ce qui se passe, il est dans Tout le à fait. vestiaire. Je sais pas si tu as entendu les déclarations de Vucevic, là, sur le leadership de Jaylen Brown, sur l'influence qu'il avait dans le vestiaire et tout. Et Jason Tatum, il voit tout ça, tu vois, il y a pas de hasard, en fait, il est pas à l'écart du groupe aujourd'hui, il vit dans le groupe, il voit bien comment ça se passe. Enfin, il a aucun intérêt à essayer de provoquer une mini-révolution, là, dans les semaines qui viennent. Complètement. Donc hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir Jason Tatum. Ça va vraiment être un des moments très très forts de cette fin de saison. Son retour sous le maillot des Celtics. Et on va pas en perdre une miette, ça c'est évident. Étant donné la saison de Boston, étant donné l'importance de ce joueur, le talent de ce joueur, ça va vraiment être passionnant à regarder. C'est clair. Deuxième point d'actualité, Trae Young qui pourrait faire également son retour sur le maillot des Wizards dans quelques heures, hein, potentiellement cette nuit. Là, on enregistre jeudi soir, et donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi là qu'il pourrait faire son retour face à Utah. Il n'a plus joué depuis le 27 décembre. Et détail amusant, c'est toi qui me l'as souligné d'ailleurs pendant les vacances. Euh, il a été annoncé par Mark Stein que lui et Washington étaient peut-être en négociation pour une extension de contrat, que son contrat pourrait être d'une durée de 3 ans. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée sur le montant, potentiellement un peu moins que l'option joueur qui est à 49 millions, il me semble, à laquelle il va renoncer, pardon. Franchement, si c'est 3 ans, Charlie, je trouve ça extrêmement positif pour Washington. Je suis à 100% pour le fait de signer un mec comme Trae Young pour 3 ans dans cette équipe de Washington, étant donné à quel niveau de développement sont les jeunes joueurs, je trouve ça tout à fait positif. Ouais, bah, de toute façon, c'était une des grandes questions qu'on avait au moment du trade. Est-ce que oui ou non il est prolongé? Quelles sont les modalités de cette prolongation? La durée, le salaire? Moi, je suis d'accord. Si on part sur 3 ans avec un salaire qui est inférieur à sa player option, d'abord, je trouve ça très correct. Ensuite, je trouve que ça prouve bien que Trae Young a pris conscience de la situation dans laquelle il est. Sa cote s'est effondrée ces dernières années. Et ça prouve aussi que bah, il,
il a l'ambition de se relancer vraiment, en fait. Et vraiment, s'il reprend le fil de sa carrière, qu'il trouve sa place à Washington, je trouve ça vraiment très bien. Je pense aussi que c'est un contrat qui est tradable. Si effectivement c'est 3 ans avec un salaire assez correct, euh, pour moi on est presque sur un scénario idéal pour les Wizards, effectivement. Alors maintenant, on reste évidemment à voir comment ça se passe sur le parquet, mais, euh, mais ouais, j'ai un peu cette sensation qu'il est dans le bon contexte pour remonter sa cote, pour montrer qu'il est toujours capable d'être un très fort joueur NBA, et qu'il soit franchise player ou non, franchement, peu importe. C'est plus la question aujourd'hui quand on voit à quel point sa cote s'était effondrée ces derniers mois. Je suis d'accord, 3 années, plus le fait que, d'après ce que dit Mark Stein, il y a quand même l'air d'avoir un accord entre lui et la franchise. Ils ont plutôt l'air d'être sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est positif, sauf évidemment si les Wizards se disent on lui file le max du max, mais ça j'y crois vraiment pas. Donc ouais, plutôt hâte de voir comment ça va se passer. Et écoute, sur le papier, je trouve, même si évidemment il a pas encore mis un pied sur le parquet, que le début d'histoire entre Trae Young et les Wizards se passe plutôt bien. Ouais, carrément, c'était marrant de le voir se faire éjecter du terrain l'autre fois Oui. lorsqu'il était sur le banc. Enfin, éjecté, oui, du banc. Euh, Non, mais c'est un deal. Si ce deal voit le jour, c'est un deal gagnant-gagnant pour moi. Trae Young, comme tu le dis, ça lui permet de se refaire une réputation, de démontrer sa valeur sur le terrain et d'être motivé à le faire. 3 ans, c'est pas long. Il est encore jeune, Trae Young, donc je crois qu'il va approcher de la trentaine à la terme au terme des 3 ans s'il signe pour cette durée à Washington. Donc il sera tout à fait en mesure de renégocier un nouveau contrat derrière, à Washington ou ailleurs. Et pour Washington, il était largement temps aujourd'hui d'avoir un meneur digne de ce nom. Alors Trae Young, il ne vient pas sans avoir des défauts, bien évidemment, mais ça reste un meneur de gros calibre qui a déjà prouvé à Atlanta sa valeur, sa capacité à porter une équipe loin en playoff, qui n'a jamais eu froid aux yeux dans les moments chauds et qui peut apporter énormément aux jeunes joueurs qu'il va avoir à ses côtés à Washington. Et pour les Alex Sarr, Bilal Koulibaly, Keishon George, et ainsi de suite, ça va être du pain béni. C'est qu'ils vont enfin se retrouver avec un vrai professionnel, un vrai meneur de jeu qui va probablement leur permettre d'élever leur niveau de jeu et de comprendre un peu mieux à quoi ressemble le jeu NBA. Parce que c'est bien ça le problème aujourd'hui à Washington, c'est que ça joue avec beaucoup d'envie, ça joue avec beaucoup d'énergie, mais il y a un manque de discipline évident Bah et oui. ils ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour gagner un match, quoi. C'est terrible quand tu regardes cette équipe, tu te dis mais en fait les mecs vous avez enfin vous courez dans tous les sens, c'est beau hein, c'est bel engagement mais c'est pas comme ça que tu gagnes, quoi. Après, en vrai, en ce moment, ça arrange bien la franchise quand même, qu'ils sachent pas Oui, gagner c'est un match, on sûr. va pas se mentir. C'est Mais sûr. effectivement, non, mais C'est pour sûr. l'avenir, enfin pour le futur à court moyen terme, oui, c'est une très très bonne nouvelle. Et ouais, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir quelle relation il va nouer avec Sarr. J'ai hâte de voir tout ça. Franchement, tu vois, je vais pas dire que j'avais fait une croix sur Trae Young, pas du tout. C'est évidemment pas le cas, mais c'est vrai que j'étais un peu inquiet pour la suite de sa carrière NBA et la manière avec laquelle les choses se sont passées et avec laquelle elles se passent là actuellement, et ben je reprends un peu d'optimisme. Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais, complètement, ouais. On verra en tout cas ce que ça donnera. Euh, Dernier point d'actualité, je voulais parler de ça parce que c'est un truc qui me... Enfin, je sais pas, moi ça me... C'est pas que ça me contrarie, mais je trouve ça assez bizarre. Kevin Durant a récemment annoncé sa volonté de jouer avec la Team USA lors des JO de Los Angeles en 2028. Stephen Curry a également apparemment dit qu'il serait pas contre pour tenter à nouveau l'expérience. Alors je dis pourquoi pas, je comprends qu'aujourd'hui, à l'instant T, en 2026, on trouve ça sympathique, on est encore dans le souvenir des JO de 2024 à Paris, en se disant, ah, regardez la vieille garde qui tient la baraque et qui permet aux États-Unis de gagner la médaille d'or. Je sais pas, traitez-moi de vieux con ou de vieil aigri ou je sais pas, mais je trouve que c'est symptomatique d'une génération qui refuse de laisser sa place à la suivante. Et si tu as Kevin Durant et Stephen Curry dans cette équipe, ça va vraiment forcer le,
enfin, la fédération américaine à faire des choix qui me semblent assez compliqués au poste de meneur, au poste d'ailier. Et j'ai hâte de voir qui va être laissé sur le carreau si ça se passe comme ça. Eh bien, tu es un vieil aigri, effectivement. Non, écoute, moi, je t'avoue, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que le fait qu'ils veuillent y être, c'est pas critiquable, dans le sens où je trouve ça plutôt positif qu'ils aient toujours envie de se battre pour aller chercher une médaille. En fait, moi, dans l'absolu, pour moi, tant qu'un joueur est en activité et qu'il se sent capable d'aider sa sélection, je trouve ça normal qu'il postule pour une telle compétition. Et franchement, si c'était des joueurs français, je pense qu'on serait plutôt content de voir cet état d'esprit-là. Maintenant, une fois que ça s'est dit, c'est évident que ce qui doit primer avant tout, c'est la vérité du parquet. Et ça, j'avoue que j'ai un tout petit peu peur que le statut prenne le pas sur les performances. Mais franchement, je suis désolé, c'est le boulot de la fédération et du sélectionneur. En fait, c'est pas aux joueurs de se mettre en retrait en disant ah bah non, je suis trop vieux, je laisse ma place aux jeunes. Non, c'est au sélectionneur de faire des choix, c'est son taf. Donc ouais, moi je trouve que c'est plutôt ouais, je trouve pas ça très critiquable en fait. Je pense que effectivement, c'est vraiment à la fédération de faire des choix. Et oui, ça sera des choix compliqués, mais dans l'absolu, de toute façon, quand on parle de Team USA, les choix ils sont toujours compliqués. Tu vois, laisser un mec comme Jalen Brown sur le côté la dernière fois, c'était pas forcément évident. Enfin, voilà. Et il y a de toute façon énormément de candidats. Il y a un réservoir de talent qui est encore sacrément important. Je sais pas si tu as vu, mais il y a plusieurs médias là ces derniers temps qui font des projections sur la liste qui pourrait jouer les JO en 2028. C'est très tôt, mais bon, quand tu vois la liste des noms, tu comprends qu'on a beau dire qu'il n'y a plus vraiment de superstars américaines dans les nouvelles générations, il y a quand même encore un pool de joueurs qui est flippant. Et ouais, moi je trouve ça plutôt positif en fait que pour Team USA les choix soient difficiles. Enfin, vaut mieux ça que l'inverse. Donc ouais, moi j'ai pas trop de problème avec ça. Juste voilà, j'ai un tout petit peu la crainte que, bah, je te dis que le statut de ces joueurs-là prenne le pas sur les performances. Steph Curry, il aura 40 ans. Est-ce qu'il sera vraiment encore un top 2-3 meneurs américains en NBA? J'en suis pas convaincu. Écoute, si c'est le cas, bah, il aura sa place dans l'équipe, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ce que je crains personnellement, c'est que Kevin Durant et Stephen Curry, tu ne leur dis pas non. Tu ne Ah, leur dis pas c'est Spoelstra quand même, hein. merci beaucoup, mais non merci, quoi. Tu vois, j'ai moins peur de ça avec Spoelstra que je l'aurais eu avec Steve Kerr. Steve Kerr, clairement, il n'aurait Ah pas dit oui, non. Steve Kerr, il aurait vraiment pas dit non. Moi, avec Spoelstra, je me dis qu'il y a quand même un peu plus de... Il y a des chances qu'il y ait un peu plus de rigueur. Et d'ailleurs, KD, il a bien compris, hein, KD, il est déjà en train de brosser Spoelstra dans le sens du poil, là. Je sais pas si t'as vu. Si, je vois très bien. C'est ça, en fait, c'est cette espèce de... Pas de forcing, on peut pas parler de forcing, ça serait abusé de dire ça. Mais je sais pas, voilà. J'aimerais que la nouvelle génération de joueurs, notamment américains et en NBA, que j'ai d'un point de vue plus général, qu'on laisse cette nouvelle génération prendre la place qui est la leur. Quoi. Alors, tu pourrais me dire, c'est à eux de la prendre, tout simplement, de s'imposer, et ça se passera de toute façon très naturellement à partir du moment où ils s'imposeront d'eux-mêmes. Certes, mais tout le truc, moi, je n'adhère pas au truc nostalgie. Je suis pas dans la nostalgie. Je suis pas dans tout ça. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemblera effectivement sportivement. C'est toi qui as raison au final. La question, c'est ça. C'est à quoi ça ressemblera en 2028 au moment où il faudra faire l'équipe et est-ce que ça sera vraiment absurde de faire venir Kevin Durant et ou Stephen Curry Bah, ouais. ou est-ce que effectivement ils auront toujours un niveau et, euh, et des capacités qui leur permettront de façon tout à fait pertinente d'intégrer cet effectif et qu'il y aura pas de discussion à avoir, que ça sera une très bonne chose. Oui, et puis il faut voir aussi dans quelle démarche sera Team USA à ce moment-là, parce que tu vois, typiquement, Zach Kram, la d'ESPN, il a sorti une liste où vraiment on sent il y a une vraie démarche de renouvellement, de changement de génération. Tu vois, dans sa liste, il n'y a pas Donovan Mitchell, il n'y a pas Devin Booker. Bon, tu sens que c'est pas juste les très vieux que lui, il veut voir être mis de côté. Et dans sa liste, il y a Ali Burton, Cunningham, Anthony Edwards, Scotty Barnes, Amen Thompson, Con Canuple, Cooper Flagg, Jason Tatum, Jalen Williams, Bam Adebayo, Jalen Duren et Chet Holmgren. J'adorerais voir cette équipe-là, j'avoue. Ouais, complètement. Ouais.
Stephen Curry et Kevin Durant ont en plus des capacités, notamment au tir, qui vieillissent bien. Bah oui, c'est Ça ça. voyage bien à travers les années. Et à défaut d'être bon dans les déplacements latéraux, à 40 ans, ça sera un peu plus compliqué. Potentiellement, ils seront toujours shootés de manière experte et historique, comme c'est le cas, c'est déjà le cas. Puis il vaut mieux Donc voir voilà. Kevin Durant sur un parquet plutôt que sur Twitter avec un compte secondaire en train de cracher sur tout le monde. T'as raison, Charlie, je suis un vieil écrit, en fait. J'en viens à la même conclusion que toi, en fait. On va parler de Cameron Johnson et des Nuggets, le premier sujet du podcast. Était-ce une erreur quand le front office des Nuggets a échangé Michael Porter Jr. pour Cameron Johnson? Les fans de Denver étaient nombreux à se réjouir. Moi, le premier. Non seulement son contrat venait libérer de la marge salariale pour renforcer l'effectif autour de Nikola Jokic et de Jamal Murray, ils ont fait revenir Bruce Brown, ils ont signé Jonas Valanciunas, bien qu'il y a eu cette espèce de micmac de savoir s'il allait pas se barrer en Grèce, finalement, Tim Hardaway Jr. Mais le joueur lui-même semblait être le parfait complément à un des duos les plus redoutables de la NBA, notamment grâce à son adresse à 3 points, mais aussi sa capacité à dribbler, à faire la bonne passe et à défendre plutôt convenablement. Seule la production au rebond semblait être le vrai sacrifice dans le fait de perdre un joueur comme Michael Porter Jr. Le début de saison n'a pas été encourageant. Alors surtout que d'un côté, on avait Cameron Johnson qui était dans le dur, et de l'autre, Michael Porter Jr. qui était en train de toucher le soleil du bout des doigts à Brooklyn. Mais chez les fans, la patience était de mise. Il n'est jamais facile de se faire une place dans un collectif, encore moins dans une équipe avec l'ambition d'aller au bout comme Denver. Il y a finalement eu un mieux entre novembre et décembre, jusqu'à ce qu'il se blesse au genou, ce qui est venu un peu tout dérégler. Depuis son retour dans l'effectif, Cameron Johnson a été mis en difficulté sur le terrain. Alors, sur les premiers matchs, ça allait, mais il y a eu cette piteuse performance face à OKC plus tôt dans la semaine, avec le tir de la gagne raté à 3 points, un tir manqué dont il a accusé le coup. Clairement, en prolongation, on a bien vu qu'il était absolument dépité. Après, face à la presse également, on a vu que ça l'a touché profondément, qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber son équipe et ses coéquipiers. Et ça a relancé une nouvelle fois la comparaison entre lui et Michael Porter Jr. et tout ce qu'il fait de mal depuis son arrivée à Denver. Le non-match face à Minnesota dans une rencontre cruciale pour le classement au sein de la conférence Ouest n'a fait que confirmer cette ambiance générale assez négative autour de lui. Et pourtant, si on regarde un peu ses stats, selon Basketball Référence, Denver est meilleur avec Cam Johnson sur le terrain que quand il est sur le banc. Son impact est globalement positif, même si la sensation visuelle semble dire autre chose. Il paraît hésitant, il ne shoot pas en confiance, sa défense paraît parfois limitée. En plus, actuellement, il est blessé à la cheville, donc il est visé par les attaques adverses. Pire que tout, son jeu à deux avec Nikola Jokic est totalement inefficace. Ça, pour le coup, c'est véridique. Les chiffres sont assez formels là-dessus. Et sa production offensive générale laisse grandement à désirer, alors que c'était censé être ce joueur-là, un joueur capable offensivement. C'est comme ça également que l'utilise David Edelman. David Edelman met souvent Jokic et Murray sur le banc et a mis Cameron Johnson comme un des rares titulaires à rester sur le terrain sans eux, pour justement lui donner plus de ballons, des minutes où il pouvait prendre des responsabilités, prendre confiance. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Cameron Johnson affiche les pires stats de sa carrière depuis ses 2 premières saisons NBA. Il a l'expérience des playoffs. Il a l'expérience des finales avec Phoenix en 2021, des matchs irrespirables. Donc, tout espoir de le voir relever la tête n'est pas perdu. Mais le temps commence sérieusement à manquer. Chez de nombreux fans, la discussion se porte désormais sur la décision de David Edelman de le maintenir ou non dans le 5 de départ. Peut-être préférer Peyton Watson, voire même Spencer Jones, j'ai entendu ça. Dans un récent podcast de Zach Lowe, Mo Dekil a comparé les difficultés de Cam Johnson à Denver à celles de Richard Jefferson aux Spurs en 2009.
Quand il arrive chez les Spurs en 2009, Richard Jefferson était perçu comme la recrue parfaite pour porter San Antonio à nouveau vers le titre. Et il finira par être transféré aux Warriors en 2012 en échange de Stephen Jackson dans le sillage de l'éclosion de Kawhi Leonard. J'ai un peu peur qu'on puisse être face à un mariage raté un peu similaire. Et Charlie, je voulais avoir ton avis sur les difficultés de Cam Johnson à Denver. Bah, moi, je veux pas le condamner parce que je pense qu'il vaut mieux que les bas qu'il a montré cette saison à Denver. Pour autant, je pense sincèrement qu'on l'a vu un peu trop beau à Brooklyn. Et ce serait pas la première fois, hein, d'ailleurs, que les Nets mettent en valeur un joueur plus que de raison, hein, n'est-ce pas, D'Angelo Russell. Mais moi, en fait, aujourd'hui, c'est quel joueur c'est ça surtout la question en fait. Cam Johnson, c'est quel joueur? Est-ce que c'est le joueur qu'il était à Brooklyn ou bah forcément dans un contexte un peu particulier, il se mettait particulièrement en valeur? Est-ce qu'il est quand même pas plus, est-ce que sa production normale est pas plus proche de ce qu'il faisait plutôt à Phoenix il y a 4 ans, tu vois, que celle qu'il a montré la saison dernière à Brooklyn? Moi, Il était sixième homme à Phoenix d'ailleurs. mais ça, tu vois, c'est juste une question de statut. En fait, dans les faits, à Denver, il doit quand même passer derrière Murray et Jokic, qui se partagent beaucoup de possessions, qui scorent beaucoup. Et visiblement, ça l'aide pas à trouver du rythme, ça l'aide pas à trouver de la continuité. Pour moi, ces qualités, elles existent toujours. Ça reste un shooter extérieur fiable, ça reste un défenseur qui, malgré tout, est quand même, c'est pas le pire du tout, hein. Il est même plutôt correct quand il est en forme physique. Alors oui, je comprends un peu le petit refrain, tu vois, sur la comparaison avec Michael Porter Jr., etc. Mais en fait, je comprends l'idée qu'il faille se méfier des joueurs qui statent dans des petites équipes, mais si c'est pour dire en même temps que Porter Jr. fait mieux cette saison avec les Nets, bah déjà c'est un peu contradictoire. Porter Jr. aussi aujourd'hui est dans un contexte où c'est un peu open bar pour lui. Je pense que juger Cameron Johnson sur ses difficultés actuelles, c'est un peu injuste. Déjà, comme tu l'as dit, il faut pas oublier que c'était pas juste un échange de joueurs. Ça a permis à Denver d'économiser une dizaine de millions. Ça leur a permis d'avoir un banc conséquent. Oui, il est frustrant aujourd'hui pour les fans des Nuggets, mais il est quand même vraiment pas aidé par le contexte. Je suis désolé, mais le nombre de blessures qui ont émaillé la saison de Denver, lui-même a loupé une vingtaine de matchs entre la fin décembre et le début février pour un souci de genou. Là, il a la cheville qui est en vrac, et on voit bien à quel point ça le pénalise. Et c'est clairement aussi ça qui entraîne cette irrégularité qui est si agaçante. Mais moi, j'ai un peu envie de croire que la vérité, elle est entre les deux, tu vois. Oui, on n'aura sûrement jamais le joueur qu'il était à Brooklyn avec ces Nuggets-là. Pour autant, on peut pas le juger sur ces matchs à 0 point. Là, j'ai vu que c'était, je crois, c'est la deuxième ou troisième fois cette saison qu'il nous sort un match à 0 point et il se fait vilipender pour ça. Il faut pas oublier le contexte, il faut pas oublier son état physique qui est pénalisant. Moi, je pense que ça va venir. Je pense qu'en enchaînant les matchs, ça va aller de mieux en mieux, à condition qu'il soit débarrassé de ses problèmes physiques. Il a le soutien de son coach, Adelman est très clair dans ses prises de parole à chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet. Mais tant qu'il aura des pépins physiques, ça va être compliqué. Surtout qu'en fait, là, à Denver, ils sont dans une situation où tu es obligé d'être dans l'urgence. Houston et Minnesota sont repassés devant, les Lakers sont juste derrière. C'est clairement pas l'heure de faire de la calinothérapie pour Cameron Johnson, mais c'est clair qu'il faut quand même trouver un moyen de le remettre en selle parce qu'ils vont avoir besoin de lui en playoff. Ça, c'est une certitude. Complètement. Et le seeding à l'Ouest va être important. Ah bah C'est oui. très difficile de faire une campagne de playoff réussie si tu commences dès l'entame à jouer à l'extérieur. On va dire si tu es cinquième ou sixième, c'est ce que tu Surtout veux à faire. l'ouest. Ouais. Sur 3 tours de ta conférence, tu vas être l'équipe qui démarre à l'extérieur. Après, les C'est Wolves l'ont fait l'année dernière. Hein. tout à fait. Jusqu'à ce qu'il ait leur élimination en finale de conférence. Ouais. De façon assez nette et définitive face à Oklahoma. Oui. Pour le coup, Denver est justement perçu comme une des rares équipes aujourd'hui qui est capable, perçue comme capable tout du moins, d'affronter Oklahoma. Donc on verra bien à quoi ça va ressembler. Là, cette nuit, ils jouent contre les Lakers. C'est un match excessivement important en termes de seeding. Ensuite, ils jouent contre New York. Après, ils rejouent encore une fois face à OKC. Potentiellement, Aaron Gordon doit revenir face à New York ce week-end. Il faut l'espérer, ça. Alors, faut l'espérer. Et en même temps, là, aujourd'hui, pour moi, la saison de Denver ne tient plus qu'à un fil. C'est-à-dire que si Aaron Gordon revient
et se reblesse encore une fois parce que ça ne tient pas. Et je pense que ça va devenir très, très, très compromis pour Denver d'espérer faire quoi que ce soit. Et il y a un moment, il faudra bien sortir le drapeau blanc. Alors, c'est peut-être, ça paraît peut-être un peu prématuré de dire ça maintenant, mais, mais là, depuis le début de la saison, c'est une suite interminable de blessures, de coups durs, d'absences, de... Ouais, mais justement, tu vois, tu peux pas t'être battu toute la saison dans ce contexte-là pour baisser le drapeau, tu Non, non, vois. non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain, Aaron Gordon, tu vois bien que sa cuisse ne se remettra pas cette saison, je vois pas où est-ce que tu vas aller risquer la santé à long terme de ce joueur-là pour essayer de vivoter sur une ou deux séries en playoff, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. Aaron Gordon, il faut le faire revenir là, mais au moindre doute, C'est ça. à la moindre appréhension de sa part, au moindre problème, tu le refous au frigo le temps qu'il faut. Ça c'est une Et certitude. ne pas le faire jouer les back-to-back cette fois, ce qu'ils ont fait la Oui, dernière fois où il est revenu, ce qui était totalement incompréhensible. ouais, c'est clair, c'est clair. Défensivement, voilà, tout le monde tire sur Denver parce qu'au classement, effectivement, c'est pas beau le bilan de la saison, mais ils ont quasiment jamais eu leur effectif au complet. Maintenant, si tu regardes quand Aaron Gordon et Peyton Watson sont dans l'effectif, c'est une des meilleures équipes défensives. Si tu regardes statistiquement, c'est le cas. Quand Aaron Gordon est sur le terrain, je crois que Denver a l'équivalent de la deuxième meilleure défense de la NBA. Alors que là, c'est l'équivalent de la défense des Lakers. C'est dire l'enfer que c'est. Alors que là, ils sont 20 Ouais, ouais, ils sont dans les 10 derniers de la ligue. ouais, ouais, au coude à coude avec les Lakers, avec Voilà. quasiment le même defensive rating. Donc, cette équipe aujourd'hui, elle est quand même excessivement dure à lire. Euh, et il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'énervement. Jokic, lui aussi, a ses problèmes. Tu vois qu'il a son problème de dos, il a un problème au poignet qui fait qu'il a un peu perdu cette efficacité absolument légendaire, notamment dans le mid-range ou autour de la raquette, où auparavant, tu as l'impression que 9 tirs sur 10, c'était dedans, c'était ficelle à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Son adresse à 3 points, alors statistiquement, sur l'ensemble de la saison, c'est bon, mais depuis le All-Star Game, il a tendance à beaucoup prendre de tirs à 3 points et ne pas les inscrire. Cam Johnson, c'est la même sensation. Le mec tourne à 40% de réussite à 3 points sur la saison, mais tu as des matchs, notamment face à OKC, face à Minnesota, ou Ouais, d'autres rencontres dans le cours de la saison où il a joué, et ouais, parce que là, il a le où, fil euh, que tu cites. où enfin, en tant que fan des Nuggets, on a trop souvent eu l'impression de voir cette équipe se désagréger au moment où il fallait aller remporter la victoire. Si tu regardes le nombre de défaites que compte Denver, qui se sont jouées dans les ultimes secondes ou dans les dernières minutes d'une rencontre cette saison, ou sur des lancers francs ratés, de Jamal Murray notamment, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Alors qu'avant, Denver, c'était une des équipes les plus fortes dans le clutch. Ouais, ouais, ah bah oui, non, mais Donc, là, effectivement, c'est c'est. assez choquant, si tu suis les Nuggets depuis plusieurs saisons, c'est assez choquant de se retrouver dans cette position-là, dans une saison et avec un effectif qu'on pensait être nettement meilleur que, par exemple, l'équipe qu'on a eue les 2 dernières années. Donc, il y a cette frustration de ne pas avoir vu cette équipe à son plein potentiel déjà, ne l'avoir quasiment jamais vue au complet de toute la saison. Et là, on commence à s'approcher dangereusement de la fin de la saison et des playoffs. Dans 1 mois et 10 jours, c'est les playoffs. Ben voilà, et là, tu commences à te dire, écoutez, bah, si c'est pas maintenant, c'est quand? Quand est-ce que ça va se passer? Et là, voilà, il commence à y avoir, je pense, un coup de pression du côté des fans des Nuggets de se dire, est-ce que on va, oui ou non, voir cette équipe à un moment ou à un autre, quoi. Alors, je suis complètement d'accord, mais il faut pas non plus que Cam Johnson devienne le bouc émissaire. Parce que, Je suis d'accord avec ça. tu vois, tu cites les deux derniers matchs, enfin les deux matchs récents, là, face à OKC et Minnesota. Il a la cheville complètement en vrac. Alors oui, Complètement. il est dégueulasse au shoot, mais tu vois, on peut pas décorréler ça de cet élément-là. C'est un truc qui est important. Je veux dire, quand t'entends Adelman en parler,
Tu vois, Adelman, je trouve que pour le coup, il fait vraiment bien le job à ce niveau-là, parce que Adelman, après le match, je crois que c'est après le match ouais, c'est face aux Wolves, tu vois, il explique que bah ça impacte énormément sa mobilité, que il se sacrifie parce que l'équipe est privée de beaucoup d'ailiers, et donc bah il se bat malgré la douleur, que ça a un énorme impact sur son jeu. Enfin, tu vois, on peut pas non plus juste se contenter de dire ah bah il est pas bon. Ouais, d'accord, il est pas bon, mais en réalité il devrait pas être sur le parquet, les gars. S'il est sur le parquet, c'est parce que le contexte aujourd'hui l'oblige à être présent, tu vois. Donc il faut pas non plus qu'il devienne complètement le bouc émissaire de cette saison. Je suis d'accord avec toi, là côté de Gates, il y a un vrai sentiment d'urgence. Il faut commencer à se bouger pour de vrai, mais mais tu vois, on peut pas à la fois dire il faut surtout pas prendre de risques avec Aaron Gordon et dire Complètement. bah tu vois Cam Johnson qui lui Il a prend qu'à des risques. serrer les dents Voilà, et gérer ce exactement. match, quoi. Cam Johnson Hmm. qui lui prend des risques pour le collectif, eh ben on s'en fout et il est critiquable. Bah ça c'est un peu dur, quoi. Ouais, l'autre gros problème côté Nuggets, c'est aussi un truc dont on parle peu, mais c'est Valanciunas qui était perçu comme une recrue absolument pertinente à Oui. l'époque parce qu'on se disait ah putain mais c'est le parfait remplaçant, Jokic a enfin un backup. voilà le meilleur backup jamais. Et si tu regardes les stats et l'impact qu'il a sur le terrain, c'est équivalent de André Jordan quoi. Non mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Le Oui, mec quand mais il est ça sur le m'a fait terrain, rire. c'est un espèce de gouffre pas possible. Ouais, Et ouais. très sincèrement, je pense qu'il est totalement injouable une fois que les playoffs commenceront. Ah, en playoff, ça va être un vrai problème, ouais, bien sûr. Il y a quasiment pas une seule équipe que va affronter Denver, sauf s'ils rencontrent une équipe comme les Suns au premier tour, mais après ça, c'est mort. Le gars, quand il est sur le terrain, il est visé par les défenses. Et vous voulez voir un joueur qui est pire que Jokic dans les mouvements défensifs et dans les couvertures défensives, et ben regardez Valanciunas, parce que alors lui, c'est un sketch, quoi. Et Ouais, parce qu'il est trop lent, parce qu'il est trop lent et que les défenses les attaques adverses savent très bien qu'ils vont exploiter le fait qu'il n'est pas, il est pas assez vif sur ses appuis pour récupérer, pour aller défendre sur la ligne des 3 points et ensuite récupérer sur une pénétration. C'est pas ouais, possible. il a pas Il peut pas faire forcément ça. la lecture de jeu pour Hmm. compenser cette lenteur et tout. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ou pour le coup, Jokic, lui, se débrouille beaucoup mieux que les détracteurs voudraient nous faire croire. Ouais, Donc mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses du côté des Nuggets qui... En fait, les Nuggets se pointent avec cette image. On continue de lire ça un peu partout. Ah, les Nuggets, c'est vraiment le plus grand rival pour le Thunder. Ouais, alors, pourquoi pas, mais si vous voulez y croire, je suis d'accord. Sincèrement, en tant que fan des Nuggets, aujourd'hui, je suis incapable d'avoir une telle affirmation. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. Tout simplement. non, mais je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. Et il y a aussi sur Cameron Johnson, il y a aussi un peu le côté où, en fait, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été, au-delà de cette saison, je veux dire, parce que, en fait, aujourd'hui, et ça, pour le coup, pour les fans des Nuggets, bah, ça va pas aider son cas, même s'il est pour rien, le pauvre. Mais en fait, aujourd'hui, le contrat de Cameron Johnson, c'est probablement ce qui va t'empêcher de prolonger Peyton Watson, tu vois. Ouais. Et ça, pour son image auprès des fans, ça va pas aider. Mais voilà, peut-être que la question de son avenir va se poser cet été. Et pour le coup, ça sera pas nécessairement parce qu'il a pas été bon, juste parce que effectivement, quand tu vois l'explosion de Peyton Watson et sa situation salariale, il est en fin de contrat, il veut être bien payé, et en l'état, Denver ne peut pas le faire. De toute façon, le front office des Nuggets va apprendre énormément de choses sur l'effectif en place pendant ces playoffs, je pense. Du moins, c'est ce qu'il devrait espérer, puisque ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir une vision un peu claire de ce qui se passe. Est-ce que, voilà, parce que tu peux finir la saison sur une note positive, même si tu te fais éliminer, parce qu'il y a eu trop de blessures, parce que l'équipe n'a jamais eu la chance de faire corps. On verra bien comment se passent les dernières semaines de la saison. Il y a encore une lueur d'espoir. J'ai pas envie d'être totalement pessimiste, Mais il faut mais quand même voilà. que les choses s'alignent de manière incroyable. Après, on verra bien en playoff. Peyton Watson, ça a été une des révélations de l'année, mais c'est pas forcément un bon fit
dans cette équipe, si demain, par exemple, tu décides de mettre Peyton Watson dans le 5 avec Jokic et Murray, et Christian Brown et Aaron Gordon. Bon, Aaron Gordon a fait des progrès à 3 points de façon spectaculaire. Jamal Murray fait une saison historique en termes d'adresse. Christian Brown, c'est bof. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir Peyton Watson qui est également bof et que les défenses vont probablement laisser tirer jusqu'à ce qu'il soit vraiment constant à 3 points? On verra bien. Ouais, il fait une bonne saison à 3 points quand même, Peyton Watson. Hein. Oui, une bonne saison. Avec un volume assez réduit, mais... Il y a une différence entre faire ça en régulière et faire ça en playoff. Évidemment. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on attend tous de voir de Peyton Watson. C'est qu'est-ce qu'il va faire en playoff? Est-ce qu'on va vraiment être vénère de le perdre à l'intersaison ou pas? Je peux te dire, il y a une franchise qui regarde d'un œil particulier, c'est les Lakers. Ah ouais. Parce que les Lakers, ils sont chauds sur le dossier. Donc je me pose, il y a cette question-là qui se pose. Christian Brown, c'est pareil. J'aimerais le voir un peu plus tranchant dans ses prises de décision quand il est ouvert à 3 points. Dans le match face à OKC, là, il y a encore trop de fois où il se retrouve avec le ballon et tu vois qu'il hésite alors qu'il est grand ouvert et qu'il hésite, qu'il il sait pas quoi faire. Et ça, tu peux pas avoir, notamment face au Thunder, tu ne peux pas avoir cette demi-seconde d'hésitation. C'est pas possible. Parce que ni ton tir, ni la passe que tu vas faire derrière parce que tu n'as pas voulu prendre le tir ne vont être satisfaisants. Rien de ça sera satisfaisant. Oui, mais Christian Brown, c'est pareil, tu vois, sa saison, elle est pas ruinée, mais elle est quand même fortement marquée par les blessures. Il est revenu depuis quoi? Il est revenu depuis une dizaine de matchs. Je pense qu'il est revenu début février, un truc comme ça. Tu vois, typiquement, lui aussi, c'est un joueur qui peut peut-être montrer un visage très différent en play-off si là, il arrive à enchaîner jusqu'à la fin de la saison, à reprendre le rythme, à reprendre de la confiance, etc., etc. J'ai envie de croire que Cam Johnson, et c'est ce que je pense depuis le départ, j'ai pas forcément vu la saison régulière comme le juge absolu de sa place dans l'effectif et de son apport dans l'effectif. Je pense que Cam Johnson, on va en savoir beaucoup sur lui en play-off. Beaucoup de fans, notamment les podcasts spécialisés sur les Nuggets que j'écoute, Adam Mares et tout ça, le DNVR podcast, critique une chose le concernant, c'est son attitude. Le fait que quand il rate un shoot, 2 shoots, 3 shoots, au bout d'un moment, il est plus aussi agressif. Même le body language, ça se voit, il baisse les épaules et tout. Ouais. Il baisse les épaules, il baisse l'intensité dans son jeu, et ça, je suis assez d'accord avec eux. C'est pas la bonne attitude à avoir. Tu peux pas c'est pas parce que tu rates des tirs que tu peux qu'il faut ensuite que ça transpire sur tout le reste de ton jeu. Même si je comprends bien la difficulté que ça puisse être. Je veux croire que son expérience avec Phoenix sera bénéfique et va lui permettre. Il a eu des mots sur le fait qu'il est conscient de traverser une période compliquée et qu'il a foi dans le fait qu'il va réussir à relever la tête. Mais je veux croire que ça soit possible. Mais cela ne vaudra que si cette équipe de Denver arrive à afficher un effectif à peu près en état sur le terrain. Oui, et puis il faut pas tant que c'est pas le cas. Non, mais c'est ça. Et puis si tu veux, il faut pas que. Enfin, si tu veux, il faut afficher, avoir un effectif en état sur le parquet, c'est très bien, mais il faut pas que ça arrive au moment des playoffs, en fait. Tu vois, il faut que les mecs, ils aient quand même un peu le temps de se mettre en jambes, il faut qu'ils aient le temps d'enchaîner. C'est ce que je disais sur Christian Brown. Tu vois, Christian Brown, il est revenu depuis une dizaine de matchs, on voit bien qu'il est pas du tout à 100%. Il faut aussi leur donner le temps à ces mecs-là de revenir bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on verra bien, écoute, je voulais parler de ça parce que là, quand je vois comment tout le monde lui est tombé sur le coin de la figure, et moi-même, j'étais extrêmement énervé. On aurait fait le podcast le lendemain du match face à OKC, et ce tir raté à 3 points, et encore pire après celui de Minnesota. Bon, blessure à la cheville ou pas blessure à la cheville, j'étais prêt j'étais prêt à tout cramer, quoi. Mais ça, c'est parce que je suis un vieil aigri et en plus, je suis émotif. Ça fait beaucoup, là. Vieil aigri émotif. Merde. Ah non, mais je suis pas quelqu'un de sympathique. Hein. Tu le sais, toi, d'ailleurs. Oui, bien sûr.
Tu le sais pertinemment. Donc voilà, écoute, on verra bien ce qui se passera. On va parler de Brandon Miller et des Hornets. En 2023, après la sélection de Victor Wembanyama par les Spurs, les critiques sont tombées sur Charlotte après leur décision de prendre Brandon Miller à la place de Scoot Anderson. Après une saison rookie encourageante, Brandon Miller a été limité à 27 matchs la saison suivante en raison d'une blessure au poignet. En début de saison, il semblait prendre le même chemin en raison d'une blessure à l'épaule gauche cette fois. Finalement, l'ancienne star de l'université d'Alabama a réussi à poursuivre sa saison et oh mon Dieu que nous sommes contents qu'il en soit ainsi. Brandon Miller avec LaMelo Ball et Concanopel s'est imposé comme un des moteurs de l'extraordinaire coup de chaud vécu par Charlotte depuis plus d'un mois maintenant. Leur victoire face à Boston la nuit dernière leur a permis de franchir la barre des 50% de victoires sur la saison, une première depuis 4 ans. Mieux encore, les Hornets viennent d'enchaîner leur 6e victoire d'affilée avec un écart de plus 15 points minimum, ce qui égale un record qui appartient aux Warriors de 2017-2018. C'est assez fou comme truc. Le coach Charles Lee a su bâtir un effectif fonctionnel malgré les nombreuses difficultés d'une saison où ils affichaient un bilan de 9 victoires pour 20 défaites 2 jours avant Noël. Brandon Miller ne fait qu'effleurer son potentiel pour le moment, mais on peut voir à quel point ce joueur a la capacité de devenir une pièce essentielle d'une équipe avec de vraies ambitions en play-off. En tout cas, c'est mon opinion. S'ils arrivent à se hisser jusque-là, et je ne peux même pas imaginer que cette équipe ne soit pas en play-off. Ça serait ma plus grande déception s'ils n'y sont pas. Je vais peut-être boycotter les playoffs et boycotter le podcast. Je sais pas. Ah ouais. On a beaucoup parlé de LaMelo Ball qui a vraiment nettoyé son régime de sélection de tir, notamment ses tirs à 3 points complètement déglingos. Alors il en prend encore, hein, c'est fun, mais il en prend beaucoup moins. Il en prend des plus logiques, on va dire, plus dans l'énergie positive de ce que font les Hornets actuellement. Donc c'est mieux, c'est plus agréable. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur shooter à 3 points que lui dans l'équipe, quoi. Ouais, non, mais le mec, il est absolument incroyable et surtout déterminant dans tout ce qu'ils font. Oui. Concanopel, qui est pour moi aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de discussion possible. Pour moi, c'est le rookie de l'année, il y a pas photo. Euh, donc, on a beaucoup parlé de lui également. Mais je trouvais important de souligner ce rôle déterminant de Brandon Miller, qui a été perçu à un moment de sa carrière comme un énième mauvais choix de draft de la part des Hornets. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Qui aujourd'hui est en train d'écrire une des plus belles pages de l'histoire récente de la franchise. Je pense que les Hornets n'ont pas connu une ambiance aussi exaltante depuis plus de 30 ans. Je ne pense pas exagérer en disant ça et je voulais avoir ton sentiment là-dessus, Charles. Bah, il a eu un passage un peu difficile là quand il est revenu de blessure. Je crois que c'était fin novembre, début décembre, et effectivement on le voyait en galère au tir avec une adresse vraiment pas terrible. Mais franchement, depuis, il s'est remis dedans et il a repris sa progression et il s'inscrit complètement dans la très bonne période de Charlotte, qui est une des meilleures équipes de la ligue depuis le début de l'année civile 2026. C'est simple, avec lui, LaMelo Ball et Concanopel sur le parquet, Charlotte affiche un ratio historique, enfin offensif historique, et ses stats à lui sur l'année 2026, c'est 21,6 points, 5,3 rebonds, plus de 3 passes, plus d'une interception, plus de 40% à 3 points. Enfin, il est sur des chiffres qui sont très impressionnants. On sent qu'il est vraiment très épanoui dans le système de Charlotte, qui est très collectif, où la balle circule de manière assez fluide, où aujourd'hui LaMelo n'est plus le seul créateur. C'est d'ailleurs un domaine où lui, il a beaucoup progressé, hein, il montre des choses très intéressantes. Il a aussi progressé en défense, il utilise mieux ses qualités athlétiques, ce qui est aussi la preuve d'ailleurs qu'il a progressé dans sa lecture et dans sa compréhension du jeu. Il a encore des vrais axes de progression, mais franchement, encore heureux, hein, c'est un joueur qui est dans sa 3e saison NBA, et encore 3e saison, tu l'as dit, sa 2e saison, elle a été complètement tronquée par les blessures. Donc, ouais, je trouve qu'il a vraiment un profil qui est intriguant sur le papier. Il a tout pour devenir un joueur majeur dans les années à venir. C'est un type d'ailier qui est tellement précieux et recherché en NBA. D'ailleurs, les médias le comparent beaucoup à tout un tas d'autres joueurs. Et une des comparaisons qui revient beaucoup, c'est Paul George. Paul George, c'est une de ses idoles. Et c'est vrai que c'est pas un mauvais exemple pour lui. En tout cas, c'est sur ce qu'on voit, il a vraiment le profil et le potentiel pour devenir un joueur complet, impactant des deux côtés du parquet. Et lui, c'est
typiquement le genre de mec qui bénéficierait à fond d'une présence en play-off. Ça, c'est évident. C'est le genre Ouais. d'expérience qui pourrait vraiment l'aider à passer un cap. Et oui, tu l'as dit, on va pas se mentir, de toutes les équipes aujourd'hui qui sont entre la 7e et la 10e place à l'Ouest, aucune n'est sur une dynamique aussi positive que celle de Charlotte. À un moment, je sais qu'on parle beaucoup de Charlotte, mais c'est pour des très bonnes raisons. La manière avec laquelle cette équipe a accéléré sa progression ces dernières semaines est hallucinante. En 2026, Charlotte, c'est 21 victoires, 9 défaites, c'est le meilleur offensive rating, c'est le meilleur net rating, c'est le 5e meilleur defensive rating, c'est hallucinant. Et le tout alors que, ils ont encore beaucoup de déchets dans leur jeu, ce qui est normal vu leur jeunesse. Tu vois, ils ont un des plus mauvais assist turnover ratio de la ligue. Et c'est ça qui est fou et qui est tellement intriguant les concernant, c'est qu'ils sont déjà tellement forts malgré des pistes d'amélioration très claires. Donc ouais, l'avenir s'annonce vraiment radieux pour cette équipe et Brandon Miller a absolument tout ce qu'il faut aujourd'hui pour devenir un des acteurs principaux de cette équipe et c'est ça aussi qui va être intéressant dans les années qui viennent à Charlotte, c'est que ça va leur demander de faire les bons choix et typiquement lui après cette saison il lui reste 1 an sur son contrat rookie, ce qui veut dire qu'il est éligible à une extension dès cet été et au regard de ce qu'il montre c'est clair qu'il est en position de demander pas mal de sous. Un joueur dans son cas de figure il est éligible à un salaire qui représente 25% du cap. Donc on va voir à quel point il va être gourmand, mais en théorie, il est en position de demander le maximum, quoi. Ah, mais ça va être effectivement un des gros chantiers concernant Charlotte, parce qu'il y aura aussi Kobe White Ouais, oui, tout qu'ils à ont fait. recruté, qui va être extensif, enfin avec lequel ils vont devoir négocier une extension potentiellement. Moussa Diabaté également sera free agent en 2027. Donc il va falloir commencer à prévoir un petit peu tous les scénarios de prolongation de contrat, qui on garde pas, parce que forcément, comme toute jeune équipe, il y a un moment, tu es obligé de faire des sacrifices et de déterminer avec qui tu vas avancer. Tu l'as très bien souligné, aujourd'hui, le trio LaMelo Ball, Con Canopel et Brandon Miller est sur affiche des statistiques de net rating quand ils sont tous les trois sur le terrain qui sont folles. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. C'est un trio complètement fou. Le 5 majeur des Hornets, je crois qui a commencé, oui, il a été définitivement installé, ce 5 majeur, je crois, c'était début janvier, quand ils ont battu le Thunder, alors que le Thunder était à 30 victoires, 6 défaites, et ils ont atomisé OKC de 27 points. Depuis qu'ils ont ce 5 majeur, donc les 3 dont on a parlé, là, Canopel, Miller, Ball, et tu rajoutes Miles Bridges, Moussa Diabaté, aujourd'hui, c'est le 5 majeur en NBA qui a le meilleur net rating de toute la ligue. Et ils ont joué 301 minutes ensemble. Donc, c'est-à-dire que c'est pas du tout du petit échantillon, c'est un feu de paille, rien du tout. C'est un 5 majeur qui est en train de foutre le feu à la NBA cette saison. Et c'est pour ça qu'on parle des Hornets, parce que plus ça va, plus ils sont en train de confirmer un niveau que personne soupçonnait, très sincèrement. C'est impossible d'imaginer ça de la part des Hornets quand tu vois la saison dernière qui était absolument catastrophique et va imaginer que cette équipe soit capable de faire ce qu'ils font. Enfin là, ils ont atomisé Boston la nuit dernière, alors que Boston, voilà, ils sont seconds de la conférence Est. Tout le monde, et c'était à Boston, il me semble. Attends, je sais plus, tiens, si c'était à Boston ou pas. C'était à Boston, ouais. C'était à Boston, ouais. Donc c'est complètement fou. Et si tu regardes hein, une autre stat que j'ai trouvée là, c'était sur CBS qui a trouvé cette stat fin février. Donc il y a eu des matchs depuis, mais la marge de victoire des Hornets. Donc si tu prends là, le différentiel de points sur toutes les victoires qu'ils ont remportées cette saison, d'accord ? Ouais. Eh ben ils sont au coude à coude avec des équipes légendaires. Ils sont au coude à coude avec les Thunder de cette année, qui ont un différentiel de plus 18,1. Donc, les stats datent de fin février, qu'on soit bien d'accord, hein, de la fin du mois, du 27 février précisément. Ils sont dans la même phrase que les Bucks de 71, plus 17,5, le Thunder de 2025, plus 17,3, et ils sont à égalité avec les Celtics de 2022, donc on fait les finales NBA. C'est complètement fou, Charlie. Ouais, non, mais c'est fou, c'est fou. C'est Non, mais... complètement fou. Mais C'est en plus, taré comme stat. mais en plus, ce trio, tu vois,
les mecs sont complémentaires en fait, tu vois, leur profil, leur jeu et tout. Non mais franchement, ouais, Je comprends pas. ouais, moi je comprends que il y a pas mal d'équipes qui ont des soucis à se faire parce que franchement, Charlotte dans les années qui viennent, ça va devenir sacrément solide, hein. Mais c'est bien ça ma question, Charlie, en fait. À quel point il est possible d'imaginer cette équipe confirmer ce qui est en train de se produire maintenant. Et on l'a vu dans l'histoire, il y a des équipes qui ont terminé. Tu sais, il y a souvent ces équipes qui terminent les saisons de façon totalement hallucinante. Et là, ça se confirme. C'est assez souvent quand même que ça se confirme dans la Non mais saison là, qui vient derrière. là c'est pas juste une fin de saison, tu vois, genre ça fait depuis des semaines que là Oui, ils ça sont en fait train des de semaines, ouais. tabasser tout le monde, tu vois. Bah, depuis le début de l'année Ouais, 2026, on c'est va ça. dire, cette équipe est une des toutes meilleures de la ligue. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas juste, tu vois, sur un dernier mois de compétition où tout le monde est un peu en roue libre. Non, là, on est vraiment face à quelque chose de sérieux, avec un échantillon qui est important. C'est, ouais, je vais, tu vois, on peut difficilement prédire l'avenir, mais en tout cas, c'est clair que si on devait faire une preview de la saison prochaine demain, ah, ce serait Ouais. difficile de pas mettre Charlotte en haut de la conférence Est. Alors peut-être pas tout en haut, mais en tout cas, le top 4-5, ça va vraiment très rapidement devenir un objectif assez évident pour eux, je pense. Je suis en train de prier de toutes mes forces pour que les chevilles de la Melo Ball le laissent tranquille et nous épargnent une nouvelle blessure longue durée le concernant, quoi. Un nouveau ball out à cause de ses chevilles. Mm. Parce que Dieu sait que ce joueur m'a pu m'énerver parce que je trouvais qu'il contribuait pas du tout à aider cette équipe, à tirer cette équipe vers le haut. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai eu tort. Enfin, je veux dire, là, tu regardes la Melo Ball, quand il n'est pas sur le terrain, tout à coup, tout retombe à des niveaux extrêmement normaux, voire en dessous de ce qu'il faudrait. Ouais, non, je suis d'accord. Son Il m'agaçait influence. énormément, mais ses progrès sont énormes. Ah, mais et tout ça dans la même saison, en fait. Le début de saison était bizarre, frustrant, énervant, où tu te disais, c'est la même sauce qu'on nous a déjà servi la saison passée. Ah, au début de la Grosse- saison, on avait fait un numéro où on disait qu'il fallait Oui, trader la Melo Ball, hein. et je crois que je t'avais dit, franchement, Charlotte, je vais arrêter de les regarder. Ces phrases qui ont si mal Et ben, mon vieilli. copain, les- 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 dans- au panthéon des phrases qu'on mal vieilli, celle-là, elle était pas mal. Celle-là, elle est pas mal du tout. Non, non, mais là, et comme je le dis souvent, c'est là, les Hornets, tu ne peux pas être plus content d'avoir tort sur toute la ligne que quand tu vois un truc comme ça. Bien sûr. C'est un, c'est un délire absolument génialissime que d'assister à ça cette saison. Enfin, pour moi, pour moi, c'est la plus belle histoire de toute la saison, cette équipe des Charlotte. Y a rien qui va au-delà de ce que je vis avec les Hornets cette saison. Ah, ça va dépendre du parcours des Spurs en playoff, quand même, pour moi. Ah, je pense que tu as raison. Je pense que tu n'as pas tort. Mais écoute, tu vois, c'est un des sujets que j'aimerais traiter avec toi potentiellement, c'est faire un classement des plus belles des trois pires des trois pires histoires et des trois meilleures histoires de la saison. Ah bah On va écoute. encore parler de Charlotte. Ouais, on va parler Oh d'Orlando aussi, je non, pense. on va parler d'Orlando. Ouais. Mais on va voir, on va peut-être pas faire ça tout de suite. Et puis voilà, et puis t'as Eric Collins qui est au commentaire quand t'écoutes NBA League Pass, t'as cette espèce de mec, t'as l'impression qu'il commande du catch, quoi. C'est pas possible, le mec, il est. J'ai jamais vu un commentateur aussi en phase avec son joueur star. Quand il crie la Melo Ball, c'est du bonheur absolu, quoi. C'est un délire, c'est un délire total, cette équipe. J'ai l'impression d'être un disque rayé, mais voilà. On va terminer le podcast avec Nolan Traoré et les Nets. Il y en a eu des belles histoires françaises cette saison. Victor Wembanyama aux Spurs, évidemment. Mohamed Diawara aux Knicks. Mon Dieu, quelle belle histoire que c'est, ça encore. Personne ne s'y attendait. Je pense que c'est... ça, c'est pareil. C'est une histoire de fou, Diawara aux Knicks. Le gars s'est totalement imposé dans la rotation de Mike Brown, mais au point de devenir quasiment indispensable. Et défensivement, c'est
fou ce qu'il propose. Bref, Sidi Sissoko à Portland, Moussa Diabaté aux Hornets, bien sûr, et Nolan Traoré à Brooklyn, où le coach Jordi Fernandez lui a confié le poste de meneur de jeu titulaire, une position dont il a su tirer profit. Les erreurs sont encore nombreuses, mais Traoré ne cesse de progresser à mesure qu'il accumule de l'expérience balle en main. Sa vitesse de déplacement, sa bonne lecture du jeu et sa capacité à créer des espaces se révèlent être des qualités extrêmement précieuses pour cette équipe des Nets. Charles, on sait que le chemin est encore long pour Nolan Traoré, mais il est difficile de ne pas se réjouir de son niveau de jeu depuis qu'il est titulaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des flashs que je vois de lui sur le terrain où je suis vraiment... J'essaie de faire gaffe parce que j'ai été tellement déçu par les meneurs français récemment, que ce soit Kylian Hayes, Frank Ntilikina, voilà. C'est un des postes les plus compliqués en NBA, hein, qu'on soit bien clair. Mais il y a quand même quelque chose dans son jeu à Nolan Traoré qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, en fait, on sent qu'il avait besoin d'une sorte de palier d'adaptation et en fait, la G-League a joué ce rôle-là. On a vu qu'il avait besoin de s'adapter au jeu NBA, au rythme et je pense qu'il s'est petit à petit adapté à tout ça et la G-League lui a permis de continuer à jouer, d'avoir des perfs solides qui ont aussi dû lui donner de la confiance. Il faut pas oublier un truc, c'est que Nolan Traoré, c'est un des plus jeunes joueurs de la Ligue cette saison. Moi, je crois qu'il est parmi les 10 plus jeunes et on peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit prêt aussi jeune que Cooper Flagg. C'est très bien, je trouve que Brooklyn ait su prendre leur temps le concernant, parce que, en fait, au début de la saison, on voyait bien qu'il avait parfois l'air un peu dépassé, et il n'était pas dépassé physiquement, hein, au contraire, ses qualités de vitesse, notamment, sont très cohérentes avec le jeu NBA, c'est plus sur l'aspect mental, compréhension du jeu que les choses pêchaient. Tu vois, il y avait plein de situations où on le voyait prendre de la vitesse, et tout à coup, tu avais un peu l'impression, c'était presque un cartoon, quoi, tu vois, le mec démarrait, et puis tout à coup, il regardait autour de lui, il savait plus trop quoi faire. Donc ouais, ces bonnes perfs en G-League lui ont permis d'être mis, enfin de se mettre en valeur, et résultat, Jordi Fernandez lui a donné un vrai signe de confiance en le mettant dans le 5, je crois que c'était fin janvier, et depuis, il en est plus jamais sorti. Il nous a fait un mois de février vraiment intéressant, à 12 points, à 5,6 passes de moyenne, ce qui au passage fait de lui de loin le meilleur passeur parmi les rookies sur le mois de février. Il est en train de prouver qu'il a non seulement sa place dans la ligue, mais qu'il pourrait même devenir un joueur important pour les Nets à l'avenir. Donc ouais, c'est assez génial de voir ça, et je trouve que je trouve que visuellement, les progrès qu'il a fait ces dernières années, enfin ces derniers mois dans la lecture du jeu sont assez impressionnants. Tu vois, sur pick and roll, ou même quand il drive aujourd'hui, tu vois, en début de saison, quand il drivait systématiquement, il fallait qu'il essaye de finir. Systématiquement. Quelle que soit la défense en face de lui, s'il partait en drive, c'était pour terminer. Il était naze en plus en finition. Ouais, c'est ça. Bah oui. Il était catastrophique. C'était vraiment la cible facile pour tous les défenseurs. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Maintenant, il sait ressortir la balle quand il le faut. Et je trouve que c'est hyper intéressant. J'aimerais bien, j'avoue, que les Nets se ratent pas dans la progression de ces jeunes, parce que je trouve qu'avoir plein de jeunes, c'est bien. Tu vois, Brooklyn, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue. Il y a que 3 joueurs dans tout l'effectif qui ont plus de 5 saisons NBA dans les jambes. C'est super. Il y a un potentiel qui est vachement intéressant. Mais j'avoue que je trouverais ça bien qu'il y ait quelques vétérans en plus pour encadrer ces jeunes, pour les aider à progresser. Alors, il n'y a pas d'urgence, hein. Je demande pas à ce que ça arrive dès demain. Mais j'aimerais bien que dans les années qui viennent, Brooklyn pense réellement son effectif, pas pour le tanking, mais pour la progression de ces jeunes. Et c'est un peu là que j'attends le front office au tournant, parce que ces dernières années, j'ai parfois un peu eu la sensation qu'ils voulaient pas vraiment passer à l'étape supérieure quand ils avaient des équipes intéressantes. Voilà, je trouve que je trouve que ce serait vraiment important que, et d'ailleurs Jordi Fernandez l'a dit, Fernandez qui d'ailleurs fait vraiment du bon boulot, il a expliqué il y a quelques semaines que c'était très important de mettre les jeunes dans des bonnes conditions, en les entourant des bons profils, en ayant un groupe compétitif. Voilà, moi c'est sur cet aspect-là que j'attends Brooklyn dans les saisons à venir. Si l'idée c'est de conserver un groupe très peu expérimenté pendant encore quelques années en essayant de jouer sur les deux tableaux, développement des jeunes et obtention de bons pics de draft, je suis vraiment pas convaincu que ce soit l'idéal. À un moment, il faudra commencer à avoir un peu plus d'ambition et de gagner des matchs. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Après, je pense que Jordi Fernandez, c'est un coach parfait pour développer. Oui, mais dans ce cas-là, tu dois l'écouter, tu vois. S'il dit
J'ai besoin d'avoir des bons profils pour entourer mes jeunes. Donnez-lui ces bons profils. Parce que pour l'instant, il a quand même plutôt, il a plutôt fait ses preuves à ce niveau-là, que ce soit avec Nolan Traoré. Là, en ce moment, là, Danny Wolf est en train de montrer des très très belles Danny Wolf, choses c'est sympa hein, ce qu'il montre. sur le terrain. D'Aaron Sharp, qui est là depuis un moment, pareil, lui, il fait plutôt une saison correcte. Yegor je sais pas comment Des on mines. prononce son nom. Ouais, Yegor Demine, très prometteur également, bien il a accusé un peu le coup. Tu vois que il a un peu été frappé par le Rocky Wall. Mais voilà, pour en revenir à Nolan Traoré, moi je trouve que c'est assez épatant de voir sa capacité de lecture et d'anticipation, surtout les angles de passe qu'il arrive à trouver pour un joueur de son âge. C'est peu commun et on sent qu'il y a un côté très instinctif dans son jeu que je trouve extraordinaire. Et c'est ça qui me permet d'être enthousiaste et confiant dans sa capacité à se faire une place. Parce qu'il y a un talent de créateur évident pour moi. Ouais. Et pareil, tu vois, tout à l'heure on disait, ouais, il est pas bon à la finition, mais depuis quelques temps, il a montré une belle progression. Alors, il perd trop de ballons. Je pense qu'il va devoir travailler sa tenue de balle. Il va devoir travailler son tir, même si son tir, le geste est bon, mais il va falloir qu'il travaille Ah oui, non, mais sur la constance. il a plein Et d'axes de j'aimerais bien, progression, bien sûr. ouais, complètement, ouais. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il développe un espèce de pull-up. Alors, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais en axe de développement, je me dis potentiellement Nolan Traoré devrait s'inspirer, je dis bien s'inspirer, je dis pas être le clone d'eux, mais de Darius Garland. Alors Darius Garland est un bien meilleur shooter que lui, mais je parle de Darius Garland dans sa manière de se déplacer sur le terrain, en utilisant sa vitesse, ses changements d'appui, ses changements de rythme. Je trouve que c'est un joueur dont il pourrait s'inspirer dans la manière d'être sur un terrain aujourd'hui. Ouais, bah, de toute façon, sa vitesse, ça a toujours été présenté comme son arme la plus importante. Mais en fait, le problème, c'est de savoir effectivement comment l'utiliser. Avoir des atouts, c'est très bien, mais à condition de savoir de les utiliser, de les mettre en valeur. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'en termes de déplacement, en termes de changement de rythme, il y a beaucoup de joueurs dont il peut s'inspirer dans la ligue. Mais en fait, tu vois, tous les éléments que tu as évoqués sur les pistes d'amélioration, enfin, en fait, c'est normal, quoi. Tu vois, c'est un mec, il a même pas 20 ans. Complètement, ouais. Il est en NBA depuis très peu de temps parce que son début de saison a été complètement, son début de saison était pas bon. Il y a eu ce passage en G League, etc., etc. En fait, il a même pas une saison, enfin, à la fin de l'année, on pourra même pas vraiment dire qu'il a une saison complète de NBA dans les jambes, tu vois, Nolan Traoré. Donc ouais, moi, j'ai assez hâte de voir ça. Mais encore une fois, je pense que pour se développer, bah, il va avoir besoin de vétérans à ses côtés. Ouais. Jordi Fernandez s'est exprimé d'ailleurs de façon extrêmement pertinente, je trouve, concernant Nolan Traoré. Il a dit certaines choses qui m'ont semblé extrêmement importantes. Il explique notamment que Traoré a toujours eu le sentiment, même quand il a été relégué en G-League, il dit Nolan Traoré a toujours eu le sentiment que c'est un joueur NBA. Ouais. Il n'a jamais perdu confiance en lui et que quand tu le rétrogrades, il va, au lieu de se laisser abattre, il va se redresser et continuer de travailler pour essayer de gagner sa place parce qu'il croit dur comme fer que il mérite d'être sur le terrain. Et je trouve qu'en termes d'attitude, c'est hyper rassurant. Peut-être que des joueurs français, des meneurs français avant lui, avaient peut-être Ce défaut-là, ouais. ce défaut-là Bien sûr. de se laisser emporter un petit peu par des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de leurs espérances. Ouais, puis par les critiques qui Et se multipliaient, complètement, etc., etc. Non, mais bien sûr. complètement. Mais ça, Et c'est donc, ça aussi, c'est. il faut effectivement que les Nets aujourd'hui fassent attention à le construire, à construire sa confiance en lui, tout en construisant sa capacité à encaisser les chocs mentalement. Je veux dire, le point de vue, enfin l'aspect mental en NBA est excessivement important. Tous les joueurs qui arrivent en NBA ont du talent. Le mental, c'est ce qui fait la différence entre un joueur qui va avoir une grande carrière et un joueur qui va s'effriter au bout de 3-4 saisons ou 5 saisons. Autre truc qu'il a dit qui me semble très important, c'est que, et ça semble
presque, c'est enfoncer une porte ouverte. Mais il dit, cette fin de saison va être extrêmement importante pour lui, dans le fait de aujourd'hui d'avoir ce poste de meilleur titulaire et de voir ce qu'il va en faire, de ce qu'il va continuer à faire de cette responsabilité, et de dire que cet été, ça sera probablement déjà déterminant dans sa carrière en termes de progression. Il va falloir effectivement que Nolan travaille comme un fou pour arriver la saison prochaine avec des vraies améliorations dans son jeu. Tout à fait, mais et là encore une fois, on en revient à la manière avec laquelle l'effectif sera construit. Parce que tu vois, Jordi Fernandez, dans ses déclarations, il explique que ce qui est extrêmement important pour les rookies aujourd'hui, bah, c'est d'apprendre à gérer, enfin, en fait, à s'adapter au rythme à la fois du calendrier NBA, mais aussi à l'approche mentale que ça implique. Donc, apprendre à gérer son corps, apprendre à adapter, à ajuster la charge de travail quand c'est nécessaire, quand tu pars en road trip, quand tu as un calendrier qui est particulièrement violent. Tout ça, c'est vital aujourd'hui pour le développement des jeunes. Et ça, c'est typiquement le genre d'aspect sur lequel la présence de vétérans change absolument tout. Il a donné une interview, Nolan Traoré, à ce sujet, notamment, sur comment il se préparait, sur ses préparations et comment il abordait ça. Et franchement, il a l'air d'être hyper mature, déjà, sur le fait de. Il a expliqué ça, que le truc qui l'a le plus choqué en arrivant en NBA, c'est la vitesse de jeu, qu'il a été complètement pris au dépourvu au début par la rapidité d'exécution sur le terrain et qu'il a mis un certain temps pour s'adapter. Et l'autre chose, c'est il a dit, j'ai compris très rapidement qu'aujourd'hui, tu t'entraînes et tu te prépares et tu gères ton alimentation et tu gères ton sommeil et tu gères tes entraînements, non pas pour encaisser la saison, mais pour toujours avoir un ou deux pieds d'avance sur ce qui t'attend. Ouais, c'est ça. En fait, il faut toujours être dans l'anticipation et pas dans la réaction. Et il disait qu'au début de la saison NBA, c'est peut-être là qu'il s'est notamment retrouvé un peu pris au piège, c'est qu'il avait pas forcément pris ce courant-là, quoi, et qu'il a tout de suite ajusté son histoire. Donc je trouve ça très très bien. Victor Wembanyama, d'ailleurs, quand ils ont rencontré Brooklyn, a également souligné que pour lui, quand il a fait les préparations des Jeux Olympiques de 2024, auxquels a participé Nolan Traoré, ce qui l'avait marqué, c'est que malgré son jeune âge, Nolan Traoré avait une maturité et une présence sur le terrain, une attitude sur le terrain qui montrait que potentiellement il allait avoir une grosse carrière devant lui s'il s'y prenait bien, quoi. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Au passage, ces déclarations de Wembanyama, c'est hyper intéressant de voir à quel point aujourd'hui, quand Wemby dit un truc en NBA, c'est la semaine qui a suivi cette déclaration de Wembanyama, je pense que tu as à peu près tous les médias basket américains qui ont commencé à faire des articles sur Nolan Traoré. L'influence aujourd'hui qu'a Wemby, c'est un truc de malade. À chaque fois qu'il s'exprime sur un sujet, ça devient un sujet viral dans la semaine. C'est un point d'ancrage, en fait. Wemby, et à juste titre, je veux dire, aujourd'hui, c'est tellement facile. Victor Wembanyama, et ça on l'a déjà dit, toi et moi, est le visage de cette ligue à l'avenir. Je veux dire, ouais, franchement, quand tu vois ça, justement, quand tu vois à quel point à chaque fois qu'il aborde un sujet en conférence de presse, ça devient un sujet discuté par tous les médias. Non, pas polémique, un sujet discuté par tous les médias, genre un sujet qui compte, quoi. En fait, aujourd'hui, Wemby, c'est déjà un des visages de la ligue. Tu vois, on a même plus besoin de mettre le truc au futur, quoi. Ah, mais totalement. Mais ça y est, il est installé. C'est définitivement la tête de gondole de cette ligue avec... je pense qu'ils essayent de trouver aussi un joueur américain pour le marché local. Il y a une baston entre Anthony Edwards et les autres auxquels je pense pas tout de suite dans ma tête, mais voilà, ça se joue à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Victor Wembanyama, c'est, je pense, le joueur le plus discuté, le plus suivi, le plus fascinant, franchement. Qui est le plus fascinant à l'international. Je veux dire, personne ne peut rester insensible à ce que fait Victor Wembanyama et à ce que font les Spurs aujourd'hui. Les Spurs,
je regrette pas mes propos sur les Spurs pour le coup, tu vois. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire ah bah les Spurs faut peut-être les prendre au sérieux dès cette saison. Eh bah ouais les gars. Eh bah ouais. Donc Nolan Traoré, j'ai hâte de voir ça. Et Danny Wolf aussi, il me régale Danny Wolf. Putain, j'aime bien son jeu à ce gars-là. Ouais, Je sais c'est pas sympa, ouais, c'est pas mal. je sais pas ce qu'il va faire dans sa vie, mais ce qui me fait rire avec ce mec, c'est qu'il a un physique assez atypique. Il a pas le look d'une superstar NBA, ça c'est sûr et certain. Et tu vois que certains joueurs essayent d'aller le chercher sur le terrain, d'aller le bully un petit peu quand il joue. Et il reste d'un calme olympien. Et ces derniers temps là, il t'a sorti des matchs, mais c'est cool. C'est très très cool ce qu'il fait. J'adore son jeu, très cérébral comme joueur. J'adore ce genre de mec. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il est vachement. Il a une forme de lucidité. Tu sais, quand on le félicite pour ses progrès, il est là, non, mais c'est juste parce que j'ai trouvé mes positions. Il faut qu'on. C'est un work in progress un peu. Tu vois, je trouve qu'il est assez intéressant, ce type-là. Ouais, je suis d'accord. Mais franchement, le projet des Nets est pas mauvais. Ça se passe très très bien, je trouve, la Ça reconstruction des dépend. Nets. Ça dépend de quoi? Ça dépend les choix qu'ils vont faire dans les prochaines années. Si tu continues à Oui, avoir oui, des oui, oui. effectifs avec que des jeunes et que tu persistes à ne pas les entourer de vétérans, je serais pas d'accord avec toi. D'accord. Donc là, pour l'instant, tu penses que le manque de vétérans est dramatique cette saison? Peut-être pas, non, J'ai pas dès cette saison. j'ai pas l'impression. Pas dès cette saison, mais bon, après, on sait pas, tu vois, peut-être que les choses auraient été plus rapides, que les choses se seraient encore mieux passées avec un ou deux profils de vrais vétérans, parce que franchement, dans cette équipe, je suis désolé, il n'y a pas de vétérans. Hein. Oh, Nick Claxton, c'est un gars qui a vu du pays quand même. Ouais, Vite fait, Nick très, très Claxton, mal, vite fait, rapido. Nick Claxton, il a 6 saisons NBA, et encore, il a 6 saisons, dans le Mais lot, il y non, en mais a bien 2 où il sûr, joue bien 30 sûr. matchs ou moins, enfin, tu vois, genre bon, il a 26 ans, quoi, c'est Et pas... pareil, c'est une équipe qui aura des choix à faire. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en termes de pic de draft, en termes d'assets, Oui, en oui, termes oui. de Non, mais talents, de jeunes talents potentiels, c'est des ils ont mecs pas. qui ont tous les atouts entre les mains, maintenant, il Voilà. faut voir ce qu'ils en font de ces atouts. Aujourd'hui, il s'agit d'aller débusquer un franchise player et puis ça se passe pas si mal que ça pour Brooklyn. C'est la Ouais. partie la plus compliquée, tu me Oui, diras. c'est ça. Là, c'est la loterie, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. On est sûr de rien. Mais on verra bien. Ouais. Et en tout cas, je suis très très content pour Nolan Traoré. Franchement, je trouve que il y a même défensivement, je trouve qu'il est assez impressionnant. Enfin, il se débrouille bien. Il fait des fautes à tout va, mais il y a plein de choses qui sont positives et je suis content et j'espère vraiment. Moi, je me régale avec les Français cette saison. Sans déconner, je me régale. Ah bah elle est trop bien la saison des Français. Ah bah C'est trop bien. à la fin de la régulière là, quand on va sûrement faire un On numéro va faire le pour, bilan. ouais, pour Bien faire sûr. le bilan des Ah, Français, il va falloir. ça va être un régal ce numéro. Là, Il va falloir parce je que vais avoir le smile du début à la fin. Il y a quand même des sacrées bonnes nouvelles dans la saison, quoi. Yes. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Bah, écoute, avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. C'était bon de se retrouver. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. On se retrouve mardi matin pour un nouveau. On reprend le rythme normal des 2 épisodes par semaine. Donc, je vous dis à mardi matin. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée et surtout un très très bon week-end pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances. Profitez bien des derniers jours avant la reprise. Et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.